Notre invité est Dr Georges William Cuissan. Il est le président de l'Alliance socialiste santé du peuple. Avec lui, nous allons parler de l'Afrique de l'Ouest, Ebola, une vraie menace. Nous allons également parler de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde en Ituri et au Nord Kivu pour évaluer la lutte contre les groupes armés. On termine par la Tunisie, un mois après le coup d'État constitutionnel de Kais Saied. Où en est la Tunisie? Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Ça a été toujours un plaisir de venir ici, de discuter avec vous, d'échanger. On va donc commencer par l'Afrique de l'Ouest. Le ministère burkinabé de la Santé a annoncé dimanche soir la détection d'un cas suspect de fièvre hémorragique à virus Ebola au centre hospitalo-universitaire de Bogo-Dogo au Burkina Faso. Alors, docteur, après ce cas, on a déjà eu des cas en Guinée-Conakry, on a également eu un cas suspect en Côte d'Ivoire. Est-ce une vraie menace pour l'Afrique de l'Ouest? Merci encore une fois. Effectivement, on fait bien de commencer par cette question sur Ebola. Et comme vous le disiez si bien, on a eu déjà des cas en Guinée-Conakry, déjà des cas en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, c'est le tour du Burkina Faso d'annoncer qu'il a eu un cas d'Ebola chez lui. En fait, Ebola, c'est une maladie, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est une maladie assez grave, assez sérieuse, compte tenu du taux de mortalité qu'on a avec cette pathologie. Vous savez, le taux de mortalité ou le taux de létalité avec Ebola est plus élevé que le taux de létalité avec Covid-19. Donc, chaque fois qu'on parle d'Ebola, il y a toujours des raisons de s'en inquiéter et de penser déjà à mettre en branle des mesures de riposte contre cette maladie. C'est également une maladie virale. Et vous savez ce que constituent les maladies virales comme menace pour toute l'humanité. Ce n'est pas la même chose avec les autres microbes que nous connaissons, les bactéries, les champignons, les parasites, etc. Avec les virus, compte tenu d'abord de leur capacité de contamination et également de leur capacité de mutation et de créer donc des variants. Les virus constituent toujours des menaces qu'il faut craindre, qu'il faut redouter. Mais ceci dit, je pense que le contexte dans lequel Ebola arrive aujourd'hui, je ne dirais pas que ce n'est pas assez dangereux, mais je pense que ce n'est plus dans le même contexte tout à fait que nous avons connu donc il y a quelques années. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest connaît quand même bien Ebola, plus ou moins bien Ebola, parce que surtout en Guinée-Conakry, ça vient à récurrence. Et on avait redouté de cela également dans notre pays il y a quelques années. On avait mis sur pied les dispositions qu'il faut. Donc, tout cela fait que je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque, mais le risque peut être amoindri un tout petit peu par rapport à il y a quelques années, compte tenu du fait que la sous-région, dans la sous-région, on connaît déjà un peu cette pathologie, compte tenu du fait que le contact, c'est-à-dire la contamination avec Ebola, il faut un contact direct. Ce n'est pas comme avec Covid-19 ou même à distance. Vous pouvez contacter le virus. Il faut un contact direct avec Ebola. Et dans ce contexte où nous avons été déjà éduqués à une distanciation sociale avec le Covid-19, et également
éduqué au lavage régulier des mains, c'est-à-dire les mesures barrières, je pense que cela peut déjà constituer une première ligne de défense contre cette pathologie. Néanmoins, ce qu'on appelle maladie infectieuse, c'est-à-dire qui peut aller de contamination en contamination, qu'on peut contracter chez l'autre, il faut toujours craindre cela et prendre les mesures adéquates. Alors, docteur, vous ne pensez pas que ça risque de peser véritablement sur les gouvernements quand on voit déjà les coûts qu'engendre Covid-19 dans les pays, Ebola aussi qui arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, on ne le souhaite pas. On souhaiterait que ce soit des bruits de contamination isolée. On l'a déjà vu, ce n'est pas la première fois. Depuis Covid-19, on a déjà annoncé Ebola dans d'autres pays. Mais après, ce sont des foyers qui se sont éteints. On souhaiterait que ce soit cela, parce que si jamais Ebola devait s'ajouter à ce qu'on voit, on voit déjà avec Covid-19, ce qu'on continue de voir, malgré les mesures prises, malgré la vaccination, les mutations font que nous sommes toujours face à cette pandémie difficile à gérer. Si jamais Ebola devait s'y ajouter, je pense que ça ne sera pas chose aisée. On va passer en République démocratique du Congo. Près de 3 mois après la tournée du président Antoine Félix Tshisekedi dans l'est du pays, son premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé conduit depuis samedi 21 août une importante délégation gouvernementale à Ituri et au Nord Kivu, les deux provinces placées sous état d'urgence depuis 5 mois. L'objectif, docteur, de cette mission est d'évaluer l'application des mesures de lutte contre les groupes armés. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, en RDC, il y a une guerre qui est là depuis des années. Il y a 5 mois, il y a eu un état de siège qui a été décrété par le président Félix Tshisekedi. Il y a d'abord lieu, avant d'en arriver donc à cette évaluation, de voir quelle était l'opportunité donc de ces mesures de lutte contre ces groupes armés. Et comme je le disais, ça fait pratiquement 20 ans, 20 à 23 ans que cette guerre dure depuis 1998. D'abord avec des causes lointaines comme le génocide rwandais, et puis après il y a eu la guerre avec Laurent Désiré Kabila. Donc cette zone est embrasée depuis plusieurs années, et aujourd'hui nous ne continuons pas à voir tout le temps des exactions, des tueries, des assassinats, des pillages de cette zone. Vous savez que la région de l'Ituri est une zone très riche en or, en diamants, en bois et en pétrole. Donc, il y a des pillages de tout genre, il y a des assassinats, il y a des violations des droits humains. Il était normal, à un moment donné, que l'on puisse aller vers cette décision de décréter un état de siège. Maintenant, l'état de siège est décrété depuis près de 4 mois ou bien de 5 mois. Il est important, avant d'aller vers l'évaluation, puisque aujourd'hui il y a une forte délégation qui est allée sur le terrain pour faire l'évaluation. Avant ça, il y avait une mission d'inspection générale, il y a 3 semaines, qui était également sur le terrain. Mais je pense qu'il est important de faire cette évaluation pour savoir là où on en est. Mais, à mon avis, ce qui était le plus important, c'est de voir les moyens qui avaient été mis en œuvre pour qu'on puisse avoir de réels résultats par rapport à ça. On sait, docteur, que la lutte contre ces groupes armés reste l'une des priorités de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Vous pensez qu'il a tout en sa faveur pour lutter contre ces groupes?
je ne peux pas le dire tout de suite qu'il a tout en sa faveur. C'est une guerre qui est là depuis, avant que lui n'arrive au pouvoir. C'est une guerre qui est vieille de plusieurs années par rapport à son pouvoir. Il doit se donner les moyens de le faire. Ici, il faut que M. Tshisekedi se donne tous les moyens de réussir. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il y a déjà l'état de siège qui est décrété. Mais par rapport aux moyens qui avaient été utilisés, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement, moi personnellement, je pense qu'il y avait un petit problème, donc au niveau des mesures d'accompagnement de cet état d'urgence. Notamment, il y avait des questions, des mesures qui n'étaient pas très enthousiastes au niveau des populations, parce que vous savez que dans ces zones, il y a eu des gouverneurs qui avaient été nommés, qui sont des militaires, et certains sont même déjà indexés par l'ONU comme ayant participé au massacre de 2002. Et ça n'enthousiasme pas les populations. Ça fait que les populations sont un peu réticentes par rapport à ces mesures. Et en plus, il n'y a pas eu de moyens, de véritable dotation en moyens réels militaires pour faire face à ce problème-là. Moi, particulièrement, j'aurais aimé que, en plus de tout ce qui est fait, qu'on puisse, qu'il y ait un cadre, un encadrement bien précis de ces forces-là, un encadrement bien mieux que ce qu'on voit sur le terrain, parce que, comme on le disait, il y a des populations qui sont réticentes par rapport à ça, et quand les populations n'adhèrent pas aux décisions que vous prenez, cela pose toujours un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai pensé qu'il faut une police militaire pour surveiller ce qui se fait dans la zone. Il faut une police militaire. Et il faut également une justice de proximité pour que les exactions soient sanctionnées de manière plus prompte à chaque fois qu'il y a des problèmes. Parce que vous savez, l'une des dispositions d'un état de siège, c'est que les tribunaux civils sont transformés en tribunaux militaires. Mais il faut qu'il y ait une proximité de cela pour que les exactions soient sanctionnées de façon assez sévère pour qu'on puisse arriver à avoir des résultats. Et puis vous n'êtes pas sans savoir aussi que aujourd'hui, il y a une union sacrée qui est en train de diriger le Congo. Ce n'est plus seulement Tshisekedi seul qui dirige. Il a avec lui des poids lourds tels que Katumbi, tels que Bemba, qui sont tous au gouvernement. Donc il faut agir sur tous ces éléments qui sont quand même des atouts importants pour pouvoir trouver des solutions réelles à ce problème de la guerre dans l'est du Congo. Parmi ces solutions, il y a aussi l'apport humanitaire là, parce que dans cette zone, on remarque, docteur, qu'il y a une crise et le Premier ministre a eu à prendre langue avec les humanitaires. Ça peut donner véritablement quelque chose. Oui, ça c'est important. Il faut qu'avant qu'on passe par là, vous savez que quand le Premier ministre, à la tête de sa délégation, était donc parti en Ituri et au Nord Kivu, ils sont d'abord allés à Bunia, où il y avait les déplacés. Il y a plus d'1 million de déplacés. Et ils ont rencontré également les militaires qui ont été blessés. Donc, cela veut dire que les problèmes humanitaires leur tiennent à cœur. Il est important de prendre langue avec les organisations humanitaires pour qu'on évite quand même, autant que faire se peut, une catastrophe humanitaire dans la zone. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont justifiées. Et il faut non seulement jouer sur ce terrain, mais jouer également sur le terrain militaire, parce que quand ils ont quitté Bunia, ils sont allés à Beni, qui est le centre, l'épicentre même du terrorisme dans la zone, où ils ont eu à avoir une séance de travail avec les officiers supérieurs. Tout ça, là, ce sont des manières de chasser, donc sur tous les fronts, et sur le plan humanitaire et sur le plan militaire, pour qu'on puisse quand même arriver à un résultat. Vous pensez que ce contour, si on peut le dire, ce parcours peut peser véritablement dans la vie politique, non seulement de la RDC, mais également de l'actuel président, positivement bien sûr? Oui,
il suffit qu'il sache bien jouer. Il suffit qu'il sache bien jouer parce que s'il arrive quand même à circonscrire ce problème qui date depuis des années, politiquement, c'est important. Et ça va être à son actif. Mais il ne faut pas qu'il pense seulement pouvoir régler ce problème tout seul avec les moyens du Congo. Donc je pense que c'est une bonne chose quand il pense déjà à un rapprochement avec le Rwanda, vous le savez, et notamment avec le Kenya, pour voir s'ils peuvent donc essayer ensemble donc, de lutter contre ces groupes armés. Alors, l'apport justement de ces pays, le Rwanda et d'autres pays qui sont frontaliers avec la RDC, ça va sans doute jouer. Oui, ça va sans doute jouer parce que même au départ de la guerre, il y avait également ces pays au départ. Donc, ce sont des pays frontaliers qui sont et qui connaissent assez bien la région parce que beaucoup ont quitté donc, le Rwanda depuis le génocide pour venir dans cette zone-là. Il y a beaucoup de Rwandais même dans cette zone. Donc, je pense que associer ces pays ne peut qu'être positif pour la lutte dans Kivu en général, hein, parce que c'est pas seulement dans le nord qu'il y a le problème, il y a également des problèmes dans le sud Kivu. Donc, et également en Ituri. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, les élections, c'est pour bientôt, mais la RDC est divisée sur le choix d'auteur du président de la CENI. Ce sont les confessions religieuses qui se disputent cette présidence. Quel est votre regard sur cela? Moi, vous savez, je ne veux pas trop m'aventurer à discuter ça, parce que quand on a ce désastre humanitaire que nous avons dans le pays et que les gens se battent pour les élections, est-ce que ce sont les élections qui viendront réellement régler ce problème? Aujourd'hui, il y a une union sacrée autour de Tshisekedi. Il faut exploiter à fond cette union sacrée pour trouver des solutions aux problèmes réels des Congolais, plutôt que de s'agiter tout le temps pour les élections. On va passer en Tunisie. Il y a près d'un mois, le président tunisien s'arrogeait les pouvoirs exceptionnels en vertu du péril imminent qu'il jugeait planer sur le pays, en l'absence de la Cour constitutionnelle en mesure de statuer sur la nécessité de prolonger cette période d'exception. Le président en a la seule appréciation. Et notre question, un mois après cela, quel bilan on peut faire, docteur, de la situation politique en Tunisie? Bon, d'abord, je vais dire quelque chose par rapport au développement que vous venez de faire. Au fait, la Cour constitutionnelle, si elle existait en Tunisie, ne serait pas là que pour statuer sur le prolongement ou non donc, de cette période d'exception. Elle devait intervenir dans ce que donc, on appelle donc, le coup d'État constitutionnel. Ouais. Elle devait même intervenir, puisque vous venez tout à l'heure de citer, sans l'avoir cité, l'article 80 de la Tunisie, de la Constitution de la Tunisie, qui parle de péril imminent. Mais si vous voyez, c'est pour cela que moi je dis, parce que sur ce sujet, beaucoup sont partagés. D'autres disent qu'il y a eu coup d'État constitutionnel, d'autres disent qu'il n'y a pas eu coup d'État constitutionnel. Mais moi, je pense que si vous lisez bien ce qui était fait, donc vous lisez l'article, vous devez comprendre qu'on parle du péril imminent, encore que ce péril imminent, on puisse l'évaluer. Hein, chacun peut en faire l'interprétation qu'il veut. Mais il est dit que pour prendre cette décision, il faut consulter le président de l'Assemblée des représentants du peuple, qui se trouve être Rachid Ghannouchi, et puis consulter également le Premier ministre Mechichi. Normalement, tout cela devait se faire et informer la Cour constitutionnelle. Maintenant, aujourd'hui, on estime que la Cour constitutionnelle n'est pas là pour statuer d'abord sur la constitutionnalité de la décision qui a été prise par le président Saïed, mais on oublie qu'en réalité, au départ même, si le président Saïed estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas une Cour constitutionnelle pouvant statuer sur sa décision, il devait en être de même quand il allait prendre la décision, puisque l'article stipule clairement qu'il faut informer la Cour constitutionnelle qui, malheureusement, n'existait pas.
Maintenant, un mois après, qu'est-ce qu'on constate? On constate que rien n'a évolué. Rien n'a évolué. Quand Saïd avait pris la décision, le président Saïd avait pris la décision, nous étions de ceux qui pensaient qu'il y avait, un coup d'État constitutionnel. Mais on se disait, au moins il a dit, dans un mois, il va laisser, donc il va procéder au dégel de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Il prolonge le gel, dernière minute. Voilà, de l'Assemblée nationale, et qu'il y aura un chef de gouvernement qui sera nommé, même s'il estime que ce chef de gouvernement sera sa propre nomination, qui n'aura plus de compte à rendre à l'Assemblée nationale. On constate quand même avec amertume qu'un mois après, c'est maintenant qu'on prolonge le gel du Parlement. L'immunité parlementaire des députés sont toujours levées. Le chef de gouvernement n'est pas mis en place. Si on n'y prend garde, on risque de donner réellement raison à ceux qui pensent qu'il y a eu coup d'État le 25 juillet dernier. La Tunisie nous a déjà habitués à ces crises politiques, mais pour ce cas précis, docteur, quelles conséquences on peut avoir? Bon, d'abord, ce qui vient de se passer, il y a un certain nombre de leçons à tirer, mais avant d'en arriver là, les conséquences, on ne saurait les prédire réellement. La Tunisie, c'est une jeune démocratie qui est en train de se mettre en place depuis le départ de Ben Ali. Il y a eu, entre-temps, Essebsi qui est parti. Mais maintenant, ce qui vient de se passer, on ne peut pas prévoir réellement l'issue. J'ai été un peu surpris d'apprendre aujourd'hui que la Tunisie a bénéficié quand même du droit de tirage spécial. Vous connaissez ça, le don de 700 000 euros, millions de dollars par le Fonds monétaire international. Et puis vous savez que depuis qu'il y a eu le gel du Parlement, les puissances étrangères, les puissances occidentales ne se sont pas réellement prononcées de façon très claire. Les États-Unis ont ont des intérêts en Tunisie. Depuis 2011, ils ont investi à peu près 1,5 milliard de dollars en Tunisie. Ils ont dit qu'ils vont se fier aux analystes pour voir s'il y a un coup d'État constitutionnel ou pas avant de voir la décision à prendre. La France s'est contentée de dire qu'il faut que les acquis démocratiques soient préservés. Oui. Il y a d'autres pays de la sous-région qui soutiennent le président Saïd. Donc, à partir de cet instant, il est difficile de prévoir ce qui va arriver dans les jours à venir. Même moi, je pense que aujourd'hui, il a l'aval de la population parce que, effectivement, c'est ça qui fait, qui entraîne l'hésitation, parce qu'il a quand même l'aval de la population. Est-ce que cela va continuer comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il a ça, mais si rien n'est fait et qu'il ne montre pas que tout seul, il peut régler les problèmes, peut-être que ça va se retourner contre lui dans les jours à venir. C'est comme ça, les populations. Parce qu'il faut qu'il montre vite qu'il est à la hauteur de la situation. Il ne suffit pas de provoquer le gel de l'Assemblée nationale. Il ne suffit pas de limoger le Premier ministre et d'autres ministres, mais il faut montrer qu'on est capable de continuer ce qu'on a commencé, de bien continuer cela. Des analystes disent également, docteur, que c'est un problème entre le président Saïd et Ennahda de Ghannouchi. Oui, mais évidemment, bon, vous savez, moi je dis que ça pose. Je disais tout à l'heure quelles sont les leçons à tirer de ça. Ça pose le problème de la rédaction et aussi de nos constitutions. Pour le problème de la rédaction de nos constitutions, d'abord dans la forme, l'interprétation, mais il y a également le régime politique. Le régime politique, c'est pour cela que moi, je n'ai jamais aimé un régime politique, parce que
la constitution de la Tunisie de 2014, c'est une constitution de consensus, hein, avec donc un régime parlementaire mixte, où le chef de l'État a des prérogatives de diplomatie et de sécurité, tandis que l'essentiel de l'exécutif est concentré dans la main du Premier ministre. Voilà. Donc, les régimes comme ça sont toujours un peu, à mon avis, à problème, parce qu'il y a toujours des frustrations par-ci et par-là. Et vous savez que même si Mechichi n'est pas issu donc de Enada, même s'il est un indépendant, il a eu l'aval de Enada et était soutenu par Enada. Donc, ça pose toujours le problème des régimes politiques. À mon avis, moi j'ai toujours parlé d'un régime parlementaire ici, parce que ça nous éviterait, nous les politiques, de nous battre tout le temps pour le poste de président, ce qu'on voit. Certains sont pour le régime présidentiel, mais moi je pense que dans tous les cas, il faut que ça soit bien tranché, que ce soit un régime parlementaire clair, où l'Assemblée nationale a le plein pouvoir et dirige, ou que ce soit un régime présidentiel, où le chef de l'État a le plein pouvoir et dirige, mais en mettant des garde-fous pour que l'alternance puisse se faire régulièrement, pour qu'il n'y ait pas d'abus et qu'on ne puisse pas donc profiter de sa situation pour instaurer un régime de terreur. Moi, c'est mon avis. Donc, je pense que ça pose ce problème de la rédaction de nos constitutions. Et il faut donc à l'avenir voir comment faire pour que ces problèmes ne soient réglés et qu'il n'y ait pas tout le temps de tiraillements, comme on le voit en Tunisie, entre le président, entre le chef de l'État Saïd et Enada, qui est en réalité le principal parti au pouvoir en réalité en Tunisie. Pour finir, docteur, vous êtes un politique. Concrètement, pour cette crise, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la Tunisie de cela? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut que le président Saïd désigne très rapidement un Premier ministre. Ça, il aura l'avantage de rassurer ceux qui pensent qu'il veut faire un passage en force. Et il aura également le mérite d'apaiser sa population, parce que la population ne soutient pas en réalité Saïd. La population est contre Enada. Donc, il faut qu'ils comprennent cela, que si ça dure, cela risque de basculer, d'aller à son encontre. Donc, il faut qu'il aille rapidement vers la nomination du Premier ministre, libérer donc le fonctionnement, l'activité de l'Assemblée nationale s'il le faut, et puis bon, donc voir le reste. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas que cet état de choses dure trop longtemps. Docteur Georges William Koissan, vous êtes le président de l'Alliance socialiste santé du peuple. Merci infini à vous. On va marquer une petite pause, le journal, et on revient après pour Regard croisé.